Bonjour, vous êtes sur CFM Radio. Nous recevons aujourd'hui dans À bâton rompu Jérôme Nigris, qui est représentant syndical FO sur le Villefranchois. Il est également secrétaire adjoint de l'Union départementale Force ouvrière de l'Aveyron. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous venez dans un contexte relativement marqué par la contestation autour de la réforme des retraites qui occupe le syndicalisme français depuis plusieurs semaines avec, on va dire, une mobilisation assez inédite dans notre pays, quant à sa durée, en tout cas. Oui. Nous avons donc beaucoup de questions qui tourneront autour de cette réforme et autour des enjeux qu'il y a derrière. Mais tout d'abord, nous allons écouter un premier micro-trottoir pour connaître un petit peu l'opinion des Villefranchois quant à l'action syndicale. La question est, est-ce que les syndicats sont utiles dans notre pays ? On écoute ce premier micro-trottoir. Oui, je pense qu'ils sont utiles. L'actualité actuelle le prouve effectivement. Ils sont sur tous les fronts, notamment par rapport à la réforme de la retraite. C'est un moyen de s'unir, de faire entendre leur voix. Ouais, ils ont une légitimité. Je crois que ça leur donne beaucoup de poids, ouais. Des fois, c'est exagéré. Parce qu'ils mobilisent pas mal de monde. Regardez le bordel qui se passe depuis un mois en France. Je suis syndiquée depuis 6 mois, parce que je trouve que oui, c'est important. On a cette possibilité démocratique au sein du travail. C'est une façon de collectiviser les discussions et de faire avancer de façon constructive les choses. Oui et non. Oui, parce qu'il faut avancer les causes. Non, parce qu'ils sont souvent trop excessifs. Oui, vu le climat actuel de défiance envers le gouvernement, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de gens qui sont syndiqués pour défendre nos droits au niveau du travail. Oui, ça a encore une utilité et je viens de me syndiquer il y a 3 semaines pour avoir un contre-pouvoir tout simplement au niveau politique. Ils font un très bon travail, même si certains le décrient, parce qu'ils ont subi les conséquences, notamment ceux qui sont amenés à prendre les transports pour se rendre sur le lieu de travail. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait des gens qui aient du temps pour réfléchir justement à nos conditions de travail, à notre avenir professionnel, notamment la retraite. Alors l'utilité du syndicalisme dans notre pays, il se traduit par rapport à l'histoire, on en reparlera, mais aujourd'hui, comment la lutte syndicale s'organise-t-elle et quels sont véritablement les enjeux qu'il y a autour de cette mobilisation ? Alors aujourd'hui, la mobilisation, c'est bien sûr la réforme des retraites, qui est une réforme totalement qui détruit complètement le système aujourd'hui qu'on a de répartition, qui va mettre en place un nouveau calcul de la retraite. Ça fait des mois que Force ouvrière, même avant que le gouvernement présente le rapport, qu'on dit qu'aller vers une retraite par points est complètement aberrante par rapport au système qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne, qui est même reconnu dans beaucoup de pays comme l'un des meilleurs systèmes, en incluant aussi la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une doctrine, en fait, de gouvernement qui veut absolument mettre la retraite par points, mais sans vraiment apporter la preuve que ça va être un bénéfice par rapport au système qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce que la retraite par points, ça va pas permettre de sauver le système actuel de retraite ? Parce que c'est un petit peu comme ça qu'on nous présente, on nous dit, bon, si jamais on ne touche à rien, finalement, les retraites ne seront plus versées d'ici quelque temps. D'abord, est-ce que c'est un argument recevable ? Est-ce que c'est vrai, d'après les chiffres que vous avez ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de rapports qui indiquent que si nous gardons le système aujourd'hui, il sera en déficit de 30 milliards d'ici 2025-2030. Ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que ce déficit vient un peu du baby-boom et que ce déficit va par défaut se résorber quand on va passer justement cette période. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier quand même que quand on parle de retraite, on parle de cotisation. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait cotiser les salariés. Il ne faut pas abattre un cheval juste parce qu'il a la fièvre. On va regarder pourquoi il a cette maladie. Aujourd'hui, quelle est la maladie en France ? C'est l'emploi. Aujourd'hui, on crée de l'emploi, on crée de la cotisation, donc on créera des cotisations pour la retraite. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'attaquer à la fièvre au lieu de s'attaquer à la véritable maladie qu'on a en France, c'est l'emploi. Si nous créons de l'emploi, nous n'aurons plus de problème.
Bon, et donc le syndicalisme et la mobilisation qui prend l'effet souvent de grève, il faut bien appeler un chat, des grèves qui impactent, on va dire, les usagers des transports en commun, notamment SNCF, RATP. Les images, on va dire, sont assez tournent en boucle sur les chaînes info nationales. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose que le combat syndical est obligé d'adopter, cette espèce de confrontation qui pénalise aussi les usagers? Je suis d'accord. Pour nous, si on n'avait pas à faire grève, je serais tout à fait content. Moi, je reprendrais mon travail et je ferais mon travail syndicaliste d'une autre façon. Aujourd'hui, un syndicat, c'est vrai qu'il a la négociation en premier comme moyen de faire avancer les choses, mais quand on est en face d'une porte close, il faut bien essayer de l'enfoncer. Et les seuls moyens aujourd'hui qu'on a un syndicat, c'est la grève et la manifestation. Moi, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 60% des Français qui sont contre cette réforme et qui adhèrent à notre mouvement. Donc on est obligé, d'une certaine façon, de faire ce mouvement et d'essayer de le faire avancer. Moi, je préférerais avoir 10 millions de personnes dans la rue et que ça gêne personne. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand difficile on parle... de mobiliser les gens dans la rue. Oui, voilà, tout à fait. Et alors on a vu aussi les images, la grève qui impactait aussi les usagers pendant notamment les fêtes de fin d'année, les congés. Alors peut-être l'occasion de rappeler que les congés, c'est quelque chose qui a été obtenu par la lutte syndicale, non ? Bien sûr, oui. Les congés, la retraite, la sécurité sociale, tout ceci a été obtenu grâce justement à la négociation qu'ont mis en place l'ensemble des syndicats auprès du patronat, auprès de la direction du gouvernement. Les accords qu'on a en entreprise sont négociés par les syndicats. Bref, aujourd'hui, un syndicat, il ne travaille pas pour embêter le peuple, il travaille pour lui améliorer les conditions de travail et la condition de vie et de fin de vie. Donc... Et pourquoi alors on a l'impression qu'aujourd'hui les combats syndicaux ils sont sur la défense de ce qu'on appelle les acquis et plus sur la conquête sociale en fait, parce que bon voilà, on est passé de syndicalisme de conquête jusque dans les années jusqu'en 1981 avec notamment l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, l'âge de la retraite qui a été justement avancé, la semaine il y a eu la 5e semaine de congés payés, bref, et depuis on voit que c'est plutôt un retour à une situation antérieure qui s'opère. Alors, je dirais pas ça. Aujourd'hui, nous avons énormément, tous les jours, il y a des syndicats qui négocient avec le patronat, avec le gouvernement, pour des éléments, des petits éléments, mais on fait toujours progresser, on essaye toujours de faire progresser les acquis des salariés. Après, c'est vrai qu'on voit dans la partie, je dirais, émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les gros éléments comme la retraite, comme le Pôle emploi, etc., où il y a énormément, où oui, c'est vrai, nous avons un gouvernement aujourd'hui qui va plus aller chercher des économies plutôt qu'aller donner des droits en plus aux salariés. Alors, est-ce que ça vient d'une politique très capitaliste, d'une politique plus axée vers l'argent que vers le droit social ? C'est vers là qu'on est allé, malheureusement, au cours de ces années. Et est-ce que la crise économique, quand même, elle n'est pas passée par là, et au point que, aujourd'hui, il nous faut aussi nous adapter aux réalités d'un monde dans lequel, la France n'a pas une économie florissante. Alors, la crise économique, déjà, il ne faut pas oublier d'où elle vient, quand même. C'est en 2008, avec l'explosion, justement, et là, on va revenir aux retraites, des fonds de pension qui ont complètement explosé, qui ont mis des personnes dans la rue, qui ont fait que des banques ont été au bord de la rupture. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est dans une situation économique impossible ? C'est parce que les gouvernements, par exemple la BCE, a dû aller prendre de l'argent qui normalement était prévu justement pour le fonctionnement des pays pour sauver les banques. Donc aujourd'hui, nous parler d'une crise sociale et on nous en parle depuis 20 ans, mais aujourd'hui, quand même, on n'en est plus à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier d'où elle vient, surtout. La retraite à point, qui est quand même, on va dire, la réforme, la matrice de la réforme actuelle qui se profile, c'est quand même quelque chose qui a été proposé ça vient du monde syndical.
à l'origine. Alors je sais bien que vous n'êtes pas là pour avancer les collègues, mais bon, on va dire qu'il y a quand même dans le syndicalisme un courant de pensée qui estime que la retraite à points serait plutôt une bonne chose pour les salariés. Alors moi je reviendrai sur la retraite à points. La retraite à points, c'est pas les syndicalistes qui l'ont proposé dès le début, ça c'est pas vrai, c'est les gouvernements qui ont pensé dès le début, d'accord, et qui en ont parlé, et certains syndicalistes y ont vu un système qui pourrait fonctionner. De notre côté, on n'est pas d'accord. Voilà. Parce que pourquoi on n'est pas d'accord sur ce système ? C'est justement l'ancien Premier ministre qui l'explique très bien lors d'une conférence qu'il a fait avec le patronat. Il a expliqué le système de retraite par points n'est pas là pour améliorer la cotisation ou la pension des salariés. C'est uniquement de donner un moyen au gouvernement de faire varier le point en fonction de la situation économique. Mais c'est pas aussi pour mettre tous les salariés, on va dire, sous une forme d'égalité, parce qu'avec tous les régimes qui sont présents dans notre pays, on sait, suivant qu'on est dans la fonction publique ou dans le privé, déjà on n'a pas tout à fait les mêmes calculs de retraite. Quand on est dans le privé, c'est sur les 25 meilleures années. En fonction publique, c'est les 6 derniers mois. On ne sait plus trop exactement comment prendre la réforme des retraites sans dénouer un certain nombre de droits qui ont été acquis par certaines corporations qui avaient des pouvoirs de nuisance. Alors, c'est une fausse vérité. Parce qu'en fait, la retraite du public et du privé, il a déjà été réformé en 2010. Et justement, la retraite du public est en train de se rapprocher et devait se rapprocher en 2021 sur la retraite du privé. Donc ce système existe déjà par rapport à ça. Deuxième point, oui, il existe des systèmes qui sont très bons, mais c'est des systèmes qui sont gérés en interne par certains métiers, comme les avocats, et ces systèmes sont excédentaires. Je rappelle que... C'est pas le cas de la SNCF, quand même. C'est pas le cas de la SNCF, mais on reprend la SNCF. Si vous regardez la réforme de 2010 sur la retraite, pareil, la SNCF va revenir au même niveau que la retraite de l'ensemble des privés. Il va y avoir certains métiers, certes, qui vont pouvoir partir plutôt du fait de la pénibilité du travail, mais dans une grande partie générale, c'est cette retraite de la plupart des personnes qui travaillent à la SNCF vont revenir au même niveau que celui du privé. D'accord. C'est une fausse vérité pour moi. C'est une fausse vérité qu'il faut absolument casser en essayant de faire croire qu'il y a des personnes qui sont encore privilégiées. C'est une stratégie de division pour mieux régner. Oui, voilà. C'est une stratégie pour dire, attendez, vous avez une personne, quand on compare un chauffeur de la RATP de Paris avec celui de Lyon, on essaie de montrer qu'il y a une égalité. Oui, il y avait une égalité. Enfin, je parle pas d'une égalité, c'est un combat qui a été obtenu, ils ont gagné. Il ne faut pas oublier aussi que ça représente 70 000 personnes sur près de 5 millions de travailleurs. Donc, il faut faire quand même la part des choses. Ce n'est pas eux qui sont en train de ruiner le système des retraites. Nous allons marquer une première pause musicale. Vous nous avez proposé, alors, on va dire, c'est carrément un hymne, alors, donc, c'est l'International d'Eugène Pottier. Oui. Ce choix, je pense que vous l'inscrivez dans une pensée universaliste au niveau du monde du travail. Oui, par l'International, c'est-à-dire le rassemblement des salariés autour de bannières auxquelles ils croient pour essayer d'obtenir plus d'acquis qu'ils ont aujourd'hui. Nous écoutons l'International. Vous êtes sur CFM Radio, dans l'émission À bâton rompu. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Nigris. C'est le syndicat FO qui parle à travers lui sur nos ondes. Il est représentant syndical FO sur Villefranche et secrétaire adjoint de l'Union départementale Aveyron. Nous venons d'évoquer le rôle des syndicats dans notre pays, l'utilité qu'ils ont pour faire avancer les conquêtes sociales. Nous allons maintenant nous pencher sur la question de l'action et de l'efficacité de l'action. Est-ce que les syndicats peuvent aujourd'hui influencer les décisions des politiques et les réformes ? Nous écoutons un micro-trottoir pour connaître l'avis des habitants de Villefranche.
Oui, mais il faudrait déjà qu'ils arrivent à se mettre tous d'accord ensemble pour pouvoir trouver des solutions concrètes à tous ces problèmes. Nous avons envie d'y croire, que leur engagement est respecté. Leur parole est importante puisqu'elle représente le personnel et les travailleurs en général. Heureusement, oui. Sinon, je ne vois pas à quoi ça aurait lieu de manifester, de perdre des journées de travail pour rien, quoi. Au niveau des gilets jaunes, au niveau du syndicat, sur ça, oui. Mais je crois qu'on n'est pas assez entendu en fait, ou du moins que les médias, oui ou non, étouffent. Sûrement, oui, ils ont un poids dans notre vie politique actuelle, mais je pense qu'elle est sûrement en déclin par rapport à certaines années passées. Là aussi, c'est partagé. Ils ont des propositions qui peuvent être sensées, mais ils restent souvent sur leur position et c'est dommage. Le dialogue est terminé. Je suis pas sûr qu'en France, c'est une république qui a tendance à faire un peu ce qu'elle veut. Maintenant, ça pourrait être très constructif. On peut prendre des exemples comme l'Allemagne où c'est l'air beaucoup plus proactif. Je pense que oui. Après, je suis pas persuadée que lorsqu'ils s'unissent et qu'ils sont en colère et énervés, ça puisse changer grand-chose. Je crois plutôt à l'ouverture d'un dialogue, à une tentative de discussion. Si on se base sur notre histoire plus ou moins récente, grâce aux syndicats, il y a beaucoup de réformes qui ont été annulées, notamment en 1995, une première réforme sur les retraites. Je n'en ai aucune idée, je le souhaite. Le rapport de force a l'air assez tendu en ce moment, donc je crois que ça va être des petits bouts de ficelle qui vont être négociés, donc on verra. Alors le rapport de force est-il en faveur des syndicats aujourd'hui dans notre pays ? La durée des grèves, on va dire la fermeté du gouvernement par rapport à la réforme des retraites, mais pas uniquement, et puis pas que de ce gouvernement. On peut revenir et remonter un petit peu en arrière pour s'apercevoir qu'il y a eu quelques virages qui ont été opérés. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que pour se faire entendre, il faut que la rue s'exprime de façon de plus en plus longue pour avoir l'oreille des gouvernants. Est-ce que vous partagez cette vision ? Pas forcément. On n'est pas tout le temps en grève. C'est faux de dire qu'on n'est jamais content. J'ai quelqu'un qui dit on est toujours en train de râler, etc. Non, on est entendu. Encore faut-il que les gouvernements veulent bien nous recevoir et commencer déjà à discuter. C'est ça le premier point. Pour Force ouvrière, nous, ce qu'on préconise, c'est d'abord la négociation. On ouvre toujours la négociation, on va d'abord à la discussion, et si on se rend compte vraiment qu'il y a un blocage et quelque chose sur lequel on ne peut pas s'entendre, alors on part après vers une confrontation face à des manifestations et aux grèves. On n'est pas forcément syndicat qui va à la grève à tout va, quoi. D'accord. Donc, vous êtes aussi force de proposition, parce qu'on fait souvent le distinguo entre les syndicats dits réformistes, c'est-à-dire qui accompagnent en règle générale les réformes. On peut le nommer, la CFDT, c'est le nom qui revient souvent, et les syndicats protestataires qui sont sur la défensive. FO et CGT, c'est la caricature qui nous est présentée souvent du monde syndical. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est une caricature. Aujourd'hui, Force ouvrière, on se considère comme un syndicat réformiste. C'est-à-dire qu'on propose des réformes, on est force de proposition. Sur la réforme des retraites, on a fait des propositions, on a dit comment on pouvait faire en sorte de conserver notre système. On n'est pas resté à dire non. Il ne faut pas faire la différence entre réformiste et réformateur. Quelqu'un qui veut tout changer tout le temps. Nous, on veut réformer quand on a le besoin de réformer. Je prendrai un autre exemple. Auprès du gouvernement de Jean-Paul Ayrault, nous avons été force de proposition quand on a commencé à parler, par exemple, de revoir le système fiscal en entreprise et partout pour qu'il y ait une meilleure politique fiscale et une égalité fiscale. Bon, c'est jamais arrivé, mais on a été le syndicat qui a demandé à ouvrir ces négociations. Et aujourd'hui, la représentation syndicale, est-ce qu'elle ne souffre pas tout simplement d'un déficit en termes de nombre de syndicalistes ? Est-ce que justement les syndicats sont aujourd'hui moins écoutés qu'avant parce qu'ils ont moins d'adhérents ? Alors, moins d'adhérents, c'est pas la question. J'ai quelqu'un qui parlait, par exemple, de l'Allemagne tout à l'heure dans le micro-trottoir. Et moi, ce que je veux lui dire, c'est qu'il y a une différence avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand un syndicat négocie, ce qu'il obtient, il l'obtient pour ses adhérents et pas pour les autres. En France, quand un syndicat négocie, dans l'entreprise ou dans la branche ou au niveau national, quand on obtient quelque chose, on l'obtient pour l'ensemble des salariés. Donc, on n'est pas un pays qui... Imposons l'adhésion. Je suis d'accord, on est à 7% de travailleurs qui sont adhérents, mais c'est pas
pour ça que le syndicat est moins puissant. C'est aussi le fait que les gouvernements successifs ont essayé d'enlever de plus en plus de moyens aux syndicats pour qu'ils ne puissent plus en faire grand-chose. Maintenant, nous voyons des gens dans la rue. C'est pas forcément des gens qui sont adhérents à un syndicat qui viennent dans la rue. Il y a aussi le salarié qui se reconnaît dans le combat et qui vient nous aider, nous apporter notre aide pour que justement ce combat aboutisse. Mais aller dans la rue, c'est aussi, aujourd'hui, on le voit, prendre un risque, y compris physique, pour les manifestants. Ça aussi, est-ce que ça n'a pas un peu changé quand même par rapport à ce que l'on a connu il y a quelques années? Alors, non, pas au niveau syndical. Je veux dire, quand un syndicat va manifester, nous nous organisons, nous mettons en place un système de sécurité, nous mettons des personnes qui vont assurer la sécurité des salariés. Il y a quelques mois, je suis monté en septembre, les adhérents FO, on est monté à Paris, on a fait notre manifestation, on était 25 000 dans la rue et on n'a pas senti la présence de CRS qui avait besoin de nous bloquer. On a fait une manifestation tout à fait pacifique, on est allé d'un point A à un point B, on a exprimé notre point de vue, alors que de l'autre côté, il y avait d'autres manifestations qui se sont moins passées. Je pense que c'est plutôt des personnes qui viennent se greffer à notre mouvement et qui veulent exprimer un ras-le-bol, mais qui l'expriment d'une mauvaise façon. De façon un peu sauvage, entre guillemets, puisque par rapport à l'organisation d'une manifestation, on est tenu de déclarer un parcours. Tout à fait. Ouais. Très bien. On va marquer une nouvelle pause musicale. Vous nous avez proposé Zazie, Je suis un homme. La raison de ce choix? Alors, la raison de ce choix, c'est aussi qu'il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est. Et aujourd'hui, malheureusement, on est rentré dans pour moi, personnellement, on est rentré dans une sorte de produit de consommation, ce qu'elle dit dans la maison. On est devenu un produit de consommation. On écoute la télé, on achète des choses, etc. Et on se consomme. Et le problème, c'est en consommant, on se crée nous-mêmes un besoin. On se crée aussi des contraintes puisque on va essayer d'acheter la plus belle voiture, on va acheter un crédit. Et je comprends après les personnes qui n'ont pas envie d'aller dans la rue parce que ils ont peur de perdre leur emploi et de perdre ce qu'ils ont. Donc il faut peut-être aussi que les gens essayent de sortir sans être quelqu'un qui va aller vivre dans la forêt, dans la forêt, etc. Mais il faut essayer de se détacher de ce genre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on sent les gens qui ont envie de venir avec nous, qui ont envie d'exprimer leur ras-le-bol, mais il y a aussi la peur de perdre ce qu'on a aujourd'hui qui fait qu'il y en a beaucoup qui reculent. Nous écoutons Zazie, Je suis un homme. Vous êtes sur CFM Radio en compagnie de Jérôme Nigris, représentant syndical de Force ouvrière. Vous êtes dans l'émission À bâton rompu sur CFM avec nos partenaires La Minute Villefranchoise et les studios Vernet, ainsi que le Villefranchois, bien sûr. Nous venons d'évoquer l'inflexion des décisions du gouvernement qui pouvaient être le fruit de la lutte syndicale. Nous allons écouter maintenant un nouveau micro-trottoir sur la question de la prise d'otage. Alors c'est un terme qui revient souvent dans les analyses que l'on peut entendre notamment à la télé, la prise d'otage des Français dans le cadre des manifestations et des grèves qui se déroulent dans notre pays. On écoute ce micro-trottoir. Pris en otage, il faut faire un choix dans la vie, c'est aussi simple que ça. Non, c'est important qu'il soit présent et d'être actif, au contraire, c'est très important. En otage, je trouve le mot fort. Maintenant, de ce qu'on vit actuellement, il y a des moments, je trouve ça extrêmement limite de mettre à mal des gens qui galèrent pour aller travailler tous les jours. Ils mettent en place leur pouvoir d'action, légalement reconnu, même si beaucoup de citoyens, des fois au quotidien, râlent. Si le gouvernement était raisonnable et correct, il céderait ou discuterait pour essayer que ça se calme. Non, ils expriment simplement leur position. Ils sauvent parfois des vies et c'est trop important que leurs droits soient reconnus et qu'ils puissent défendre contre un patron qui leur a fait très mal. C'est vrai que dans l'Aveyron et Villefranche-d'Ouer, on n'est pas forcément beaucoup impacté. Je pense à nos amis parisiens qui tous les jours vivent un vrai calvaire, effectivement. Malheureusement, pour avoir des résultats, des fois, il faut passer par là. Ils se battent pour quelque chose, ils ont une cause, ils suivent. Des fois, c'est exagéré quand même. Ah oui, empêcher d'aller travailler, ça, c'est une prise d'otage pour moi. Par contre, ça, c'est très bien d'aller bloquer les députés à l'Assemblée. Ça,
ça, oui. Certes, ça pénalise une grande majorité, mais c'est pour le bien de tout le monde. Il ne faut pas renier nos acquis et pas se laisser faire. On ne devrait pas râler après les syndicats, mais peut-être après des choses qui n'ont pas été entendues. Alors, ce terme de prise d'otage, j'imagine que vous... c'est un mot trop fort pour moi. On n'a jamais pris d'otage de quelque manière que ce soit. On avertit à l'avance. On dit aux gens à l'avance qu'on va faire grève, ils savent qu'on va bloquer tel endroit, que les gens vont arrêter de travailler. C'est pas une prise d'otage. On a des gens qui ont décidé de ne plus travailler, de travailler ce jour-là pour exprimer leur mécontentement par rapport à une décision du gouvernement. Donc c'est pas une prise d'otage, c'est un droit qui est reconnu, qui fait que ça engendre une désorganisation. Donc on désorganise certains points, mais en aucun cas on n'empêche qui que ce soit de faire ce qu'il a envie. Alors, bon, sans parler de prise de tâche, on peut dire quand même qu'il y a des perturbations, vous venez de le dire. D'ailleurs, c'est l'objet de la grève. Hein. S'il n'y a pas de perturbation, on va dire que l'efficacité de la grève est toute relative. Mais est-ce qu'il y a, au sein des syndicats, une réflexion sur les moyens d'action? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, la grève, c'est, en tout cas dans notre pays, le moment fort d'une mobilisation contre une réforme, par exemple, mais on s'aperçoit qu'on est dans un pays où il y a une forme de culture de la grève. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'action qui pourraient être aussi efficaces? Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'on en est dans un pays où tant qu'on ne fait pas grève, on n'est pas écouté ou même pas reçu? Ça aussi, ça peut être quelque chose qui se remarque. Hein. On parle souvent de l'Allemagne, mais c'est vrai qu'en Allemagne, il y a une culture de la négociation, nous dit-on. En France, on a plutôt une culture de la grève, nous dit-on. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, culture de la grève, non, je ne pense pas. On n'est pas tout le temps en grève, c'est totalement faux. Bien sûr, il y a des grèves par-ci, par-là, des entreprises, mais encore, faut-il savoir pourquoi il y a grève? On ne peut pas dire, oui, il y a grève un jour, on en parle tout le temps, c'est vrai, mais ça concerne des petites entreprises, et il faut se poser la question de pourquoi déjà ils vont en grève. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour moi, d'autres moyens d'action. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des patrons qui ont un pouvoir par rapport au gouvernement qui est le chantage à l'emploi. Ça, c'est quelque chose, une prise d'otage, par contre, que je veux dire. Eux, ils ont ce pouvoir. Ils disent, si vous ne faites pas ce que je veux, eh bien, il n'y aura pas d'emploi, ou je ne créerai pas d'emploi, ou je détruirai d'emploi. Les banques vous disent, moi, si vous ne faites pas ce que vous voulez, l'argent, il ne rentrera plus dans vos caisses, etc. Eux, ils ont des pouvoirs. L'actionnariat aussi, voilà, par rapport aux entreprises, qui peut dire, nous, on retire nos billes si jamais on n'a pas 15% de rendement sur des actions, par exemple. Nous, un syndicat, notre force, la principale force, c'est les salariés, c'est les gens, c'est eux, c'est notre force. Et donc, comment l'utiliser? On n'a pas d'autre moyen, c'est de leur demander d'exprimer leur mécontentement par un moyen. Mais c'est pas forcément la grève. On peut appeler que à aller à manifester. Moi, je demande pas tout le temps aux gens, allez, faites grève toute la journée pour une manifestation de 2 heures. Si je veux m'exprimer, je leur dis ne faites pas grève aujourd'hui, mais allez manifester avec nous, montrez-vous dans la rue. Ce n'est pas forcément le fait de leur demander de perdre de l'argent ou d'embêter l'entreprise, alors que peut-être que je n'attaque pas l'entreprise, mais j'essaye de combattre un projet du gouvernement. Voilà, parce qu'on va dire que quand même, il faut bien reconnaître que quand il y a des mouvements sociaux d'une telle ampleur et sur une telle durée, l'économie en pâtit. Et y compris des entreprises qui ont des politiques sociales tout à fait valables, qui ont parfois, pour certains entrepreneurs, des heures de travail énormes pour un salaire qui n'est pas forcément plus élevé que celui d'un employé. Est-ce que ça, vous en êtes conscient et que, bon, voilà, ça fait quelque chose quand même à un syndicaliste comme Mais oui, tout à fait. Nous, avant de réclamer quoi que ce soit un patron ou autre, bien sûr, nous, la seule chose qu'on cherche, c'est de faire des accords gagnant-gagnant. Je ne suis pas en train de tout le temps dire je veux un accord où le salarié gagnera et je ferai perdre l'entreprise. Si je fais perdre l'entreprise, au bout d'un certain temps, l'entreprise n'existera plus et le salarié sera perdant puisque lui aussi il disparaîtra. Non, nous, notre but, à Force ouvrière, c'est d'obtenir des accords gagnant-gagnant. Moi, quand une entreprise se porte bien, je considère qu'elle doit le redistribuer aux salariés. Quand elle se porte mal, je fais en sorte, je négocie des accords pour que il y ait,
Un équilibre, garder l'équilibre. Voilà, qu'on garde un équilibre. Je ne suis pas en train d'étrangler l'entreprise encore plus. Je cherche un accord où le salarié peut avoir un petit sacrifice à faire, mais pour justement sauvegarder cette entreprise. Mais c'est toujours des accords de ce type-là. Je ne cherche pas des accords qui pourraient rendre une entreprise non viable et la faire disparaître au bout de quelques années. Donc c'est on va dire, l'action syndicale, elle n'a pas d'œillère dans votre optique, quoi. Elle est là pour regarder la situation telle qu'elle est dans les différentes entreprises. Voilà, aujourd'hui, Force ouvrière a toujours dit qu'il s'asseyait aux tables des négociations. Quand un employeur ou le gouvernement nous demande de nous asseoir pour discuter, on est toujours présent et on essaye de discuter avec eux. Ça, c'est notre politique et on la gardera toujours comme ça. Après, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, si la discussion est, je dirais, fermée et n'avance pas, eh bien, oui, il faut réfléchir à d'autres moyens d'action. Et quand il y a des négociations, souvent, en France, on ne fait pas trop dans le détail. Hein. Quand il y a des avancées ou des replis, d'ailleurs, on ne regarde pas trop dans le détail, on applique la même règle à tous. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, des fois, faire du sur-mesure par rapport à l'entreprise ou par rapport à telle ou telle branche? Pour les branches, c'est souvent le cas, mais pour les entreprises, elles sont des fois dans des situations diverses. Quoi. Mais c'est justement pour ça, Force ouvrière a été le premier à commencer à négocier les accords de branche, pour faire en sorte que quand une entreprise qui est dans une branche, elles aient tout au moins un minimum les mêmes droits que toutes les autres. Après, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui avancent plus, peut-être parce qu'elles sont dans un secteur de cette branche plus porteur, et donc les syndicats arrivent à obtenir des avantages que n'auront pas peut-être l'entreprise à côté, qui elle sera dans une situation pas, je dirais, catastrophique, mais qui sera une situation qui est moins bonne. Mais ça, est-ce qu'on est obligé, parce que justement une entreprise va mieux, qu'on doit limiter le droit aux salariés? Je suis pas tout à fait d'accord. Et au sein des entreprises, alors c'est pas souvent le cas des entreprises aveyronnaises. On aimerait bien qu'il y en ait quelques-unes, mais on n'a pas beaucoup d'entreprises aveyronnaises qui sont cotées en bourse. Mais la part de ce qui est versé on va dire aux salariés et la part de ce qui est versé au capital, voilà, grosso modo, les actionnaires. Parlons du mot, c'est les actionnaires. Les actionnaires, d'abord. Est-ce que ça vous paraît être équilibré ou voilà, il y a quelque chose qui a été rompu, on va dire, il y a quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, on a toujours considéré que pour nous, quand il y avait de l'argent qui a été gagné, il doit être divisé de façon égale entre l'actionnaire, le salarié et l'investissement. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Aujourd'hui, une entreprise va investir un petit peu, elle va en donner un petit peu juste dans la limite de ce qu'elle a envie de faire aux salariés, et tout le reste va aller vers l'actionnariat, vers les actionnaires, etc. Ça vient peut-être aussi de notre peur aujourd'hui de perdre l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui dit... augmentez-moi, elle peut être virée. Tu veux être augmenté, tu vas voir la maison d'à côté. Aux 30 Glorieuses, encore, on pouvait le faire. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans le rapport de force n'est plus le même. Salariés. C'est pour ça qu'il y a certains mots, moi, qui me déplaisent quand on parle, quand un employeur vient me voir et me dire je vais travailler avec... on va faire quelque chose pour mes collaborateurs. Moi, déjà, le mot collaborateur me déplaît énormément. Déjà, il a la petite connotation historique, mais en même temps, on ne collabore pas. Je veux dire, on a un lien de subordination qui existe et qui sera toujours comme ça. Je vais fournir un travail, il va me fournir une rémunération. Mais dans un deuxième sens, s'il n'a plus besoin de moi, moi je ne peux pas le virer. Ouais. Lui, il pourra me virer quand il veut. Donc, parler de collaborateurs me gêne un tout petit peu. C'est pareil quand le gouvernement vient nous voir et nous dit « Vous êtes nos partenaires sociaux ». On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment des partenaires sociaux, des interlocuteurs. Oui, mais aujourd'hui, quand on est partenaire, c'est que on avance main à la main et chacun a le même poids d'égalité quand ils discutent. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, malheureusement.
D'accord. Et alors, on nous fait miroiter cette nouvelle économie dans laquelle les salariés, entre guillemets, ne seraient plus des salariés, mais des collaborateurs ou des, on va dire, des interlocuteurs dans le cadre d'échanges de gré à gré, l'employeur sur le même plan que l'employé. Vous y voyez un danger, une forme de pipage d'aider en termes de... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on n'est pas dans ce système-là, et pour Force ouvrière, on ne tend pas. Je ne veux pas être pas syndicat. Vous, mais il y a l'ubérisation de l'économie et tout ça. Oui, mais alors là, on n'est pas dans le même système. On n'est pas dans le même système du tout. Et on a toujours gardé quand même ce lien de subordination qui est encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui encore, moi, j'ai l'avantage des salariés, quand ils sont dans une entreprise, ils ont un CDI. Ils ont quand même une protection qui existe. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas licencier un salarié sans qu'il ait une bonne raison. Demain, avec l'ubérisation, aujourd'hui, il a besoin de moi, il va me donner un petit contrat, mais demain, il n'est pas forcé de me réembaucher. Donc oui, c'est un gros danger. C'est les gens, on est rentré déjà, quand on a eu les entreprises, comment on disait ça ? Les micro-entreprises. Les micro-entreprises qui commençaient à exister déjà, où déjà c'était déjà pour moi, pas une avancée forte par rapport à la sécurité de l'emploi. Ça ne peut pas exister. Aujourd'hui, la seule sécurité de l'emploi pour moi, c'est un CDI. C'est-à-dire une personne qui rentre dans l'entreprise, à qui on dit tu viens travailler pour moi, je te donne un salaire, je dois te donner du travail et du temps pour travailler. Un CDI sur lequel, là aussi, on ne sait pas s'il va pouvoir perdurer. Il y a des attaques sur le CDI. Oui, il y a toujours des projets de faire une sorte de contrat universel, là aussi, où tout le monde aurait le même contrat sans durée, quoi. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas la vision de ce qui existe dans l'entreprise. On a l'impression qu'aujourd'hui, il vit dans une bulle et que ce n'est pas comment une entreprise peut fonctionner. Aujourd'hui, une entreprise ne pourrait pas fonctionner rien qu'avec de l'intérim. C'est pas possible. Aujourd'hui, elle a besoin quand même d'une structure, d'une stabilité par rapport à l'emploi, même si l'intérim existe un peu et que l'entreprise en utilise des fois beaucoup trop. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, une entreprise ne pourrait pas vivre sans une masse salariale, je dirais, stable. Qui a l'expérience, qui a la connaissance, voilà, tout à fait, de l'entreprise, du produit qu'elle fabrique. Oui, tout à fait. Très bien. Nous allons marquer une troisième pause musicale et vous nous avez cette fois-ci proposé Les Shérifs, ça prend pas avec moi. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que justement, le progrès social, aujourd'hui on parle de progrès social, le gouvernement essaie de nous vendre de progrès social. Simplement, je me rends compte, comme le dit la chanson un peu, on peut se promener dans la rue. Aujourd'hui, on voit toujours des personnes dans une extrême pauvreté, on voit des personnes qui sont en difficulté pour finir les mois, on voit des retraités qui ne peuvent pas vivre correctement de leur retraite. Donc aujourd'hui, le progrès, c'est bien, on nous parle de progrès, mais est-ce qu'il existe vraiment pour les salariés ? Aujourd'hui, pas l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement cherche vraiment à mettre en place un progrès social vraiment pérenne. Nous écoutons Les Shérifs, ça prend pas avec moi. Vous êtes sur CFM Radio, avec la Minute Villefranchoise, les studios Vernet, CFM, le Villefranchois, dans le cadre de l'émission À bâton rompu. Nous recevons Jérôme Nigris, représentant syndical Force ouvrière. Nous sommes à la dernière partie de cette émission. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs de CFM qui vont vous poser des questions, Monsieur Nigris. Première question qui nous est posée par Johan. Bonjour, je m'appelle Johan, je travaille sur Villefranche et ma question d'aujourd'hui c'est quelles sont les actions que mènent les syndicats au quotidien pour pouvoir nous défendre ? Alors les actions menées au quotidien par les syndicats pour défendre les salariés. Alors les actions, elles sont de plusieurs niveaux. Premièrement, on aide les salariés parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les syndicats qui sont présents dans les entreprises. Donc ça, on a des structures dans les entreprises qui s'occupent justement de la structure, du bien-être des salariés. Et puis, de notre côté, on a aussi des personnes comme moi, comme d'autres collègues, qui assureront des permanences auprès des salariés qui, eux, n'ont peut-être pas de syndicat dans leur entreprise. On les conseille, on essaye de voir ce qu'on peut, comment on peut les aider. On leur explique les fiches de paye. S'ils rencontrent un problème, on essaye de prendre en contact avec l'employeur pour voir si on peut régler le problème. Et après, on est aussi dans la défense, quand il le faut, auprès du Conseil des prud'hommes, si vraiment ils ont besoin de ça.
Une nouvelle question posée par Dominique. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'habite Villefranche-de-Rouergue et j'ai une question pour vous, Jérôme. Je voudrais savoir comment vous vivez votre engagement syndical en tant que secrétaire. Est-ce que pour vous, votre rôle est entendu par les pouvoirs politiques ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué ? Quels sont vos vœux pour 2020 pour tous les travailleurs ? Voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Question à tiroir. Oui. Alors, comment je vis mon engagement ? C'est quelque chose de prenant. C'est quelque chose de très prenant. Je ne le fais pas uniquement toute la journée parce qu'on peut le faire le soir, etc. C'est quelque chose de très prenant, mais très intéressant quand on y plonge dedans parce que ça a plusieurs facettes, autant la défense des salariés que la discussion avec les employeurs, la discussion avec les pouvoirs politiques. Donc c'est quelque chose de très intéressant et ça nous motive encore plus parce qu'on voit qu'on fait avancer les choses et c'est quelque chose d'intéressant. Après, quels sont mes vœux ? Mes vœux, c'est déjà qu'on nous écoute un peu plus. C'est que le gouvernement, les employeurs, encore sur le Villefranche, j'ai pas trop de soucis. Quand je rencontre un employeur, on arrive à avoir une discussion, même si on n'est pas tout le temps d'accord, on arrive à discuter, donc c'est déjà un premier pas. Mais je préférerais quand même qu'on ait des gouvernements qui écoutent quand même la voix du peuple et de leurs représentants. Une troisième question qui nous est posée par un anonyme. Une question donc au syndicat. Pourquoi ne parle-t-il pas dans les débats de tous les privilèges qu'ont les présidents de la République, ainsi que les ministres ou les députés et les sénateurs, par rapport aux retraites, par rapport à leur salaire, tout ça ? Pourquoi ils ne reviennent pas en arrière ou qu'ils baisseraient leurs revenus ? Parce que nous, les simples salariés, dès qu'on a 3 mois de maladie ou d'absence, on a des décotes qu'ils ont l'immunité, ils n'ont rien. Pour moi, c'est une goutte d'eau. Je suis d'accord, ils ont des privilèges. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui est en train de pénaliser la retraite ou autre chose ? Non, c'est une goutte d'eau par rapport à... un symbole, on va dire. Voilà, c'est un symbole, c'est le symbole. Donc je comprends que ça gêne énormément de gens de voir des personnes qui, au bout de 5 ans à l'Assemblée, aient une retraite à vie. Ça, je peux tout à fait le comprendre, hein, c'est humain. Mais pour moi, c'est juste un symbole. Et justement, moi, j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est pas mon truc, c'est un acquis qu'ils ont eu. Tant mieux pour eux, mais aujourd'hui, ils n'ont pas à s'attaquer aux acquis des autres. Donc vous défendez les acquis, y compris ceux de la République. Y compris ici de la République. Force ouvrière n'est pas un syndicat qui veut prendre le pouvoir ou devenir co-gestionnaire de la France ou de l'entreprise. C'est pas notre travail. Nous, on est en contre-pouvoir. Et aujourd'hui, oui, un acquis, c'est un acquis. Je vais pas aller y revenir dessus. Nous écoutons une nouvelle question qui est posée par Thibaut. Thibaut de Najac, j'ai une petite question. Pensez-vous qu'il faudrait peut-être réformer les syndicats afin d'avoir une meilleure efficacité dans la gestion des crises ? Alors, réformer les syndicats, on se réforme tous les jours. Hein. On discute, on a des jeunes qui rentrent, qui nous font découvrir des nouvelles choses, qui nous apportent des nouveaux éléments. Donc non, un syndicat n'est pas plongé dans son jus depuis sa création, depuis la charte d'Amiens. 1948. Non, même 1947 pour Force ouvrière, mais nous, on est CGT Force ouvrière, il ne faut pas oublier. On est la charte d'Amiens de 1905, donc on n'est pas resté dans notre jus. On avance, on écoute les gens. Et justement, c'est ça qu'il faudrait, c'est que les gens viennent vers nous, adhèrent, comme ça ils apporteront leur petite pierre à l'édifice et feront en sorte que le syndicat continue à être un syndicat pour les salariés du présent et de l'avenir. Donc un syndicat qui se réforme. Une nouvelle question de Justine. Justine de Najac, et la question est, qu'est-ce qu'on devrait faire nous, le peuple, pour être plus entendu ou du moins être plus crédibilisé par l'État ? Mais je reviens, c'est justement de nous accompagner, dans les mouvements, d'adhérer à un syndicat, c'est déjà un élément. Ça, malheureusement, je dirais, ce qui est embêtant, c'est qu'un peu l'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne fonctionne pas. On peut retirer... Alors, c'est un crédit d'impôt maintenant. C'est un crédit d'impôt, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on prend une cotisation auprès d'un syndicat, sur l'année suivante, on aura un crédit d'impôt de 66%. Donc, la carte syndicale, en tout cas, à Force ouvrière, vous coûte peut-être un paquet de cigarettes par mois. Enfin, arrêtez de fumer. Mais voilà, c'est pas quelque chose... C'est pas l'adhésion, normalement, qui est un frein. Voilà, c'est pas l'adhésion qui est un frein. C'est après aussi s'impliquer. C'est-à-dire que moi, autant je cherche un adhérent que je cherche des militants. Je cherche des personnes aussi qui vont venir de temps en temps nous apporter leur soutien et un coup de main quand on en a besoin.
Une dernière question qui nous est posée par Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard et ma question en fait c'est est-ce qu'il y a lieu de continuer la lutte ou pas contre les réformes? Moi je pense que oui, il faut se sentir un peu plus concerné. Ah mais tout à fait d'accord avec Bernard, oui. Nous aujourd'hui on ne s'arrêtera pas et même je pense que si le projet de loi il va être présenté, il est présenté au Conseil des ministres, il va aller après à l'Assemblée, il va passer auprès de Sénat et nous on est clair, on va combattre ce projet jusqu'au bout du bout et même quand la loi sera passée, je pense qu'on essayera de continuer encore à essayer de faire en sorte qu'il soit réformé ou abandonné. Donc la lutte continue à Force ouvrière, en tout cas contre cette réforme. Merci Jérôme de nous avoir accordé merci de m'avoir entretien. Nous allons désormais nous quitter avec un morceau que vous nous avez proposé, c'est les Fabulous Troubadours, Il nous ment. Alors encore une fois, pourquoi ce choix? Il nous ment. On a commencé qui nous ment On a commencé avec un peu notre hymne par rapport à ça. Ça c'est pareil, c'est une représentation un peu caractéristique. Exagérée. Caricaturale. Voilà, caricaturale de notre combat. Mais on est aussi dans cette phase-là, malheureusement, aujourd'hui. Donc je pense que ce morceau était bien choisi pour ce qu'on fait aujourd'hui, parce que le gouvernement, aujourd'hui, nous ment. Il ment aux Français sur la nécessité de cette réforme. Alors, nous allons nous séparer avec ce morceau. Nous nous retrouverons le mois prochain avec nos partenaires, le studio Vernet, la Minute Villefranchoise, CFM et le Villefranchois, pour une nouvelle interview d'une personnalité du monde local, issue du monde économique, associatif ou politique. Au revoir. Au revoir.